Bonjour à tous. Nous sommes jeudi 23 juillet 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. Bonjour, Larry. Larry, commençons par les deux informations publiées par Axios. Axios a d'abord rapporté que les États-Unis avaient fait une nouvelle proposition à l'Iran et que l'Iran l'avait rejetée. Le deuxième point, c'est qu'à cause de ce rejet, Donald Trump va attaquer l'Iran, vous savez, et qu'ils vont passer à l'escalade. Ce serait une attaque massive contre l'Iran. Et du côté iranien, nous n'avons rien entendu au sujet d'une nouvelle proposition des États-Unis ou de quoi que ce soit de ce genre. Quelle est votre compréhension de la situation? Pensez-vous que s'il y a bien eu une proposition, c'était le même protocole d'accord ou autre chose? Que savons-nous à ce sujet? Qu'en pensez-vous? Non, je ne pense pas que les États-Unis soient revenus avec une proposition pour l'instant. Ils attendront probablement lundi. Je pense que voilà comment ça va se dérouler. Trump parle de cette frappe massive de missiles, de ce bombardement massif. Il va de nouveau anéantir l'Iran. Il en parle depuis plusieurs jours. Je pense qu'il attendra demain, vendredi après-midi, vers 16 heures, après la clôture des marchés boursiers et des marchés financiers aux États-Unis, pour lancer cette frappe massive. Ce qu'il reste à voir, c'est un élément qui pourrait changer la donne. Est-ce que l'Iran a acquis des systèmes de défense aérienne capables d'abattre des bombardiers B-1, B-2 ou B-52? Vous savez, ils volent généralement si haut qu'on les considère comme invulnérables. Mais si les systèmes S-400 russes ou chinois sont arrivés, vous savez, si l'Iran abat un ou deux de ces avions, cela pourrait vraiment créer un problème majeur pour Trump. Mais vous savez, je pense, ils vont le faire. Et ils pourraient même, vous savez, tenter de monter une sorte d'invasion terrestre. Mais là encore, je pense que ce serait une mission suicide s'ils choisissent de le faire. Mais vous savez, le lancement demain, il y aura de l'activité samedi. Donc, dimanche, on découvrira, alors que Trump prévoit de continuer à escalader la situation, de maintenir cette escalade. Mais ce à quoi il va se heurter, c'est que l'Iran ne va pas rester là, à encaisser les coups sans rien faire. L'Iran va riposter, et a promis de riposter avec des armes jamais vues auparavant ou jamais introduites sur le champ de bataille. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais nous pourrions bien le découvrir. Ont-ils la logistique nécessaire s'ils veulent intervenir au sol, s'ils envisagent une forme d'invasion? Non, ce n'est pas le cas. Mais, vous savez, ils ne s'en préoccupent pas. Enfin, nous en avons parlé hier. Il n'existe pas de stratégie terrestre viable pour les États-Unis. Peuvent-ils envoyer temporairement quelques troupes sur l'île de Karg et les faire courir avec un drapeau? Peut-être. Mais encore une fois, déployer une force militaire sur ces îles, sur Karg ou sur Keshm, cela oblige à revenir à la question, quelle est la mission? D'après ce que je comprends, le relief de l'île de Keshm est aussi accidenté que l'était celui d'Okinawa. Et nous avons parlé la dernière fois d'Okinawa et des difficultés que cela avait posées aux forces militaires américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous avons vu le prix du pétrole augmenter, Larry. Et Donald Trump aujourd'hui parlait des Houthis, des Yéménites. Il a dit, d'une certaine manière, que quoi qu'il fasse, nous répondrons à l'Iran et nous attaquerons. L'attaque contre l'Iran sera la réponse à leurs actes. Il ignore en quelque sorte ce que fait le Yémen parce qu'il combat l'Iran. Il ne veut pas, d'une certaine manière, ouvrir un nouveau front avec le Yémen. Est-ce que cela va l'aider face au conflit en cours autour du prix du pétrole? Ou bien, comme demain, vous l'avez dit, c'est vendredi, cela ne l'intéresse pas avant lundi. Je suppose que ça va augmenter. La seule chose, en dehors de la manipulation des marchés que Trump et son équipe pratiquent depuis 1 an,
la seule chose qui fera baisser le prix du pétrole, c'est la fin des combats. Un accord, une trêve, un accord diplomatique entre les Saoudiens et les Houthis, dans lequel les Saoudiens lèvent leur blocus aérien et les Houthis disent « D'accord, nous lèverons notre blocus maritime pour que le pétrole recommence à circuler. » Et ensuite, les États-Unis acceptent. D'accord, l'Iran, vous contrôlez le détroit d'Ormuz. Vous pouvez prélever une redevance sur le pétrole. C'est la seule chose qui fera réellement baisser le prix du pétrole. D'ailleurs, laissez-moi vous donner un autre fait intéressant que je viens de vérifier. L'île de Karg fait à peu près exactement la même taille qu'Iwo Jima. Donc, encore une fois, j'aimerais remettre cela en perspective. Regardez combien de marines ont dû débarquer à Iwo Jima pour essayer de prendre Iwo Jima. Certes, c'était beaucoup. L'île avait cette montagne à son extrémité sud et vous savez, un réseau de grottes et de positions de combat souterraines. Cela a donc été une bataille sanglante pour les marines. Mais c'est simplement pour souligner la taille de l'île et votre capacité à mener des opérations militaires. Mais encore une fois, s'ils mènent ce genre d'opération, ça ne va certainement pas aider le prix du pétrole. Parce que le prix du pétrole, on dirait qu'il va rester élevé pendant un bon moment. Jusqu'à ce que Trump, vous savez, Trump, lui, pourrait faire une déclaration. Disons qu'il s'exprime dimanche. Je ne prédis pas qu'il le fera, mais il pourrait dire dimanche, « D'accord, nos bombardements sur l'Iran se sont révélés efficaces. » Il demande à souffler. Ils reviennent à la table des négociations. Nous avons donc organisé une réunion à Islamabad mardi. Alors là, le pétrole commencera à redescendre sur le marché papier. En revanche, l'offre réelle reste insuffisante. On ne peut pas ignorer cette réalité. Voici l'île de Karg, d'après la photo de la NASA. Larry, voici l'île. Vous voyez? Affichez une image. Affichez une image d'Iwo Jima. Iwo Jima, IMA. Montrez simplement les comparaisons. On dirait Hiroshima. Non, pas Hiroshima. Iwo Jima. Oui. Ça commence par I2, Iwoma. Iwo Jima. Iwo Jima. Vous ne connaissez pas votre histoire. Bon, je ne devrais pas m'attendre à ce qu'un gamin né en Iran, scolarisé en Allemagne, soit au fait de l'histoire militaire américaine dans le Pacifique il y a 4-20 ans. Mais j'avais de plus grandes attentes à votre égard. Je veux simplement que vous voyiez ça. Je veux que vous voyiez la similitude entre ces deux îles. Je vais juste l'afficher ici. D'accord? Retournez là. Oui, retournez là. Et je veux dire, ça ressemble un peu à Karg. C'est similaire, oui. C'est comparable. Là, à cette pointe étroite sur la gauche, sur votre gauche, c'est là que se trouvait ce volcan éteint que vous avez vu sur la célèbre photo des Américains levant le drapeau à Iwo Jima. Vous savez, 5 gars qui hissent le drapeau. C'est là que cette photo a été prise. Mais encore une fois, je veux remettre ça en contexte pour ceux qui parlent avec désinvolture en disant « Oh oui, on peut simplement débarquer sur l'île de Karg et en prendre le contrôle. » Les gars, évidemment, la situation tactique et stratégique est différente avec les Japonais par rapport aux Iraniens. Mais les Iraniens savent que nous menaçons de prendre cette île. Je suis sûr qu'ils ont pris des dispositions pour riposter. Et puis cette fois,
nous n'aurions pas l'avantage de... Nous devrions faire débarquer des marines ou des troupes de l'armée, par hélicoptère, par avion. Ce serait tout simplement un cauchemar. Oui, c'est le drapeau dont vous avez parlé, c'est ça? Yeah, Suribachi, le mont Suribachi. yeah. Then Oui. Ensuite, je ne sais pas si Keith Kellogg était là. Il a participé à toutes les guerres, sans exception, et il les a gagnées faux. in each and every war, and he won all of them together, and that's He why may- he's advocate. I think he was still. Je pense qu'il était encore... Maybe he was Peut-être qu'il part of était the enfin French propre training. à ce moment-là. He was still Il portait wearing encore des black. couches. Maybe Peut-être qu'il venait tout juste de... Enfin, c'était juste un enfant, vous savez, un tout petit à l'époque. Mais apparemment, il n'avait rien appris. Apparently, he hadn't learned anything. Ces gens-là, Larry, sont essentiellement motivés par les contrats qu'ils ont. Ils ne se soucient que de l'argent, 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 l'argent. Money. Exactly. Have you ever Vous avez déjà vu la comédie musicale Cabaret? seen the Oui. musical Cabaret Oui, with Joel Grey and Liza Minnelli? Avec Joel Grey et Lisa Minnelli. Quand il chante cette chanson, Money, 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 il raconte la décadence de l'Allemagne nazie avant qu'elle ne plonge le monde dans la guerre. Et tout tournait autour de l'argent. And it was all about the money. Larry, do you have any Larry, understanding of how avez-vous une idée du nombre de victimes qu'ils ont eues lors de la bataille d'Iwo Jima? they had the casualties? Yeah, I think it was. I think Oui, it was over je crois que c'était 5,000. plus de 5000. Casualties. Enfin, le total des victimes, je dirais 30 000. Laissez-moi vérifier. Let me look that up. Because Parce qu'au moins, on peut avoir une certaine compréhension. Ils ont essayé de faire ça. 26 000 victimes américaines, dont environ 6 800 à 7 000 morts. Oui, je pensais que c'était autour de 30 000. 6,800 deaths. Mais à l'époque, cela a été considéré comme l'une des plus grandes pertes en vies humaines. I thought it was, around 30. So it was, but it was, it was considered at the time one of the largest losses of life. And let's call it for, Vous savez, disons 4. Vous savez, ça a été une bataille de 36 jours. La bataille d'Iwo Jima, là encore, sur une île de la taille de Karg. À Iwo Jima, ils ont débarqué 70 000 marines et environ un tiers d'entre eux ont été tués ou blessés. À Okinawa, ils ont débarqué 190 000 soldats et il y a eu 50 000 tués ou blessés, soit près de 28%. Mais cela montre bien les effectifs comparables qu'il faut pour en prendre le contrôle. Vous savez, nous n'avons pas 70 000 soldats à débarquer sur l'île de Karg. We don't have 70,000 troops to land on Karg Island. Those days are gone. Cette époque est révolue, Larry. Je ne sais pas si la société américaine peut supporter une telle pression face aux morts, aux pertes, comme elle le faisait auparavant. It was before. Oui, non, juste or. Those old Cette époque-là était différente d'aujourd'hui. and today. Of course, Trump. Bien sûr, Trump. Mon Dieu, son ignorance est tout simplement sidérante. Aujourd'hui, il parlait des pertes subies au Vietnam. Il a parlé de 200 000 morts, alors qu'il y en a eu 58 000, un peu plus de 58 000. Aujourd'hui, le chiffre est, ils ajoutent encore quelques noms chaque année. Il est peut-être proche de 59 000. Mais encore une fois, qu'il n'ait même pas la moindre idée du nombre de zoos. For him to not even have a clue of how many. I assume many of these soldiers- J'imagine que beaucoup de ces soldats et de ces forces se demandent What are we qu'est-ce qu'on fait ici? Quel est l'objectif principal? objective Être là, here? se battre. Pourquoi? Quel est l'objectif? Qui le sait? Objective. Who knows? Yeah. Oui, eh bien, c'est là que vous parlez de Country Joe and the Fish. Vous savez, 1, 2, 3. Pourquoi on se bat? Ne me le demandez pas, j'en ai rien à foutre. Prochain arrêt, le Vietnam. Next stop is Vietnam. Oui, oui, exactement. Exactly. Or Edwin Starr. Ou War d'Edwin Starr. À quoi ça sert? Absolument à rien. Répétez-le. Say it again.
I believe all. Je crois que tout le monde. N'allons pas dans cette direction-là. Mais Larry, ce qui est tellement important en ce moment, c'est l'attaque contre Karg, qui devient trop dévastatrice pour Karg. Et si, supposons-le, ils essaient de faire quelque chose au sol contre Karg, quelles sont les capacités de Karg pour se défendre au sol? Zero or close to zero. Zéro ou proche de zéro. Il serait dans une situation très très désespérée. On dirait que la famille régnante du Koweït évacue. Des vidéos apparues aujourd'hui montrent des voitures liées à la famille royale en train d'être chargées dans des avions. Ils partent en catastrophe. Le roi Abdallah de Jordanie, lui, traîne à Londres. Je parie que tous ces types-là, le chef de la famille régnante de Bahreïn, je parie qu'ils se cachent à Paris ou à Londres. Parce que, vous savez, l'Iran frappe vraiment le Koweït. Il continue de s'en prendre aux centrales électriques, il continue de viser les usines de dessalement. Donc, c'est assez brutal. Il ne relâche pas la pression. Et vous savez, ça va devenir totalement inhabitable pour les forces américaines. Et ils éliminent, pièce par pièce, tous les systèmes HIMARS présents, tous les systèmes patriotes présents. Ils sont ciblés et détruits, s'ils le peuvent. Et je ne pense pas qu'il restera beaucoup de personnel américain maintenu sur place dans le pays. Il y a encore du personnel américain dans ces pays. Aujourd'hui, nous avons appris que je ne sais pas combien d'entre eux y sont encore, parce que ces HIMARS, ces armes, sont toujours là. Ils les utilisent. Eh bien, on ne sait pas clairement s'ils les utilisent eux-mêmes, s'ils ont des sous-traitants qui les utilisent, ou des Koweïtiens locaux qui les utilisent. Aujourd'hui, il a été rapporté que le centre de données d'Amazon à Bahreïn avait été détruit. Au moins, une photo est sortie montrant les dégâts. Et pour ces pays, ce qui se passe dans la région est énorme, Larry, sur le plan économique. Ness, la stratégie de l'Iran, c'est de les écraser. Ils vont rendre ces pays inhabitables, à moins qu'ils ne s'alignent sur l'Iran et qu'ils cessent d'être utilisés comme des intermédiaires par les États-Unis. Y a-t-il une quelconque ligne rouge pour Donald Trump s'il continue cette guerre et dévaste ces pays? Vous avez dit que les dirigeants vont peut-être, vous savez, quitter le pays. Mais qu'en est-il des gens? Eux, ils vivent là-bas et ils... Nous n'avons vu aucun élément indiquant que Trump a une ligne rouge. Non. Mais ce que nous avons aussi constaté, vous savez ce que nous savons du passé, c'est que lorsque les sondages politiques tombent, lorsque les résultats économiques arrivent, aujourd'hui encore, la bourse a subi une lourde dégringolade. Enfin oui, le Dow Jones a perdu 506 points. Le Nasdaq a perdu 553 points, ce qui représente une baisse encore plus importante. Donc, vous savez, il va regarder la bourse. Il perd de l'argent. Il va regarder le prix de l'essence qui augmente. Il va reconnaître que ça pose des problèmes politiques. Il va commencer à crier sur les gens. On lui avait promis que cela, vous savez, s'arrangerait. Il donnera probablement son feu vert à ce bombardement massif des sites nucléaires. Et ensuite, ce sera à l'Iran de voir comment il répondra. Israël s'attend tout à fait à ce que l'Iran le frappe ce week-end, vendredi ou samedi, ce que je ne peux pas exclure. Pourquoi? Pourquoi ont-ils donc si peur que l'Iran les attaque? Je n'ai vu aucun signe indiquant que l'Iran les attaquait. Premièrement, Israël n'a plus de système de défense aérienne efficace. Le dôme de fer ne sert à rien. La fronde de David ne sert à rien. Les États-Unis n'ont plus de missiles Patriot ni de THAAD. Ils n'ont aucune défense aérienne. La précision des missiles iraniens a énormément progressé. Et en ce moment, Israël s'en sort tout juste.
Le pays dispose de 2 raffineries de pétrole cruciales qui produisent essentiellement du diesel et du carburant pour avions. L'une est à Ashdod, l'autre, la plus grande, à Haïfa. Toutes les deux ont été endommagées pendant les 42 premiers jours, mais elles peuvent encore fonctionner dans une certaine mesure. Si elles sont de nouveau frappées et mises hors service, Israël n'aura plus de carburant pour avions ni de diesel. Pas de carburant pour avions, pas d'opération aérienne de combat, pas de diesel, pas d'opération au sol. Et ce n'est pas comme s'il existait une autre solution à laquelle il pourrait avoir recours. Donald Trump a déclaré aujourd'hui que les Iraniens sont malades, que ce sont une bande de gens complètement fous, qu'ils ont quelque chose qui ne tourne vraiment pas rond dans la tête. There is something very wrong, very wrong with them in the head. It's just unbelievable. C'est tout simplement incroyable. Regarde-toi dans le miroir, donc. Regarde-toi dans le miroir, mon gars. Il fait ce qu'on appelle de la projection. La seule raison pour laquelle l'Iran fait ce qu'il fait, c'est qu'il a été attaqué sans prévenir. Il était engagé dans des négociations. Il négociait en Iran de bonne foi. Et puis les États-Unis ont lancé une attaque meurtrière pour assassiner, tenter de décapiter les dirigeants et détruire la société iranienne. Et ça a échoué. Maintenant, Trump doit payer son échec. Here is what he said about the nuclear. Voici ce qu'il a dit au sujet de l'accord, vous savez, du programme nucléaire en Arabie saoudite. Il parle d'un accord sur le nucléaire civil. Il dit qu'il n'y aura pas de matière destinée à l'enrichissement en Arabie saoudite, mais qu'ils auront quelque chose comme aux Émirats arabes unis. Ils auront un programme nucléaire comme celui des Émirats arabes unis, mais sans enrichissement. Et ils l'auront s'ils acceptent les accords d'Abraham. Voici Donald Trump. Alors qu'il mène en ce moment une guerre très difficile, il parle du programme nucléaire. Mais si vous vouliez ce programme nucléaire, vous deviez normaliser vos relations avec Israël. Pensez-vous que l'Arabie saoudite est sur cette voie ou qu'elle change d'avis concernant sa politique vis-à-vis d'Israël? Eh bien, d'accord. Premièrement, ils n'ont pas de centrale nucléaire à l'heure actuelle. Deuxièmement, le délai minimal pour construire une telle centrale est d'au moins 5 ans. Ensuite, il faut regarder quelles entreprises aux États-Unis ont l'expérience de la construction de centrales nucléaires. Or, au cours des 15 dernières années, les États-Unis n'ont construit et mis en service que 2 centrales nucléaires. Les États-Unis voudraient donc se tourner vers plusieurs entreprises américaines, affirment avoir une expertise dans ce domaine. Mais elles se retrouvent face à la Russie, la France, la Chine, le Japon et la Corée du Sud, qui, franchement, quand on parle de ce qu'on appelle les entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, pour réaliser ce genre de projet, elles sont très peu nombreuses. Les États-Unis font face à un goulot d'étranglement très sérieux de leur capacité EPC. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de concepteurs, mais très peu d'entreprises ont réellement la capacité de construire une centrale nucléaire dans le respect du budget et des délais. Nous avons eu 2 centrales, l'une dans le Tennessee, et je crois que l'autre était en Géorgie ou en Caroline du Sud. Et la dernière, dont la construction a commencé en 2009, ils l'ont finalement terminée en 2024. Ça fait 14 ans. Donc, si vous êtes l'Arabie saoudite et que vous cherchez à faire construire une centrale électrique, 2014 ou 2024, 2024, 14 ans, 2023, de 2009 à 2023, 14 ans. Donc, si vous êtes les Saoudiens et que vous êtes sérieux au sujet d'une installation nucléaire où vous pouvez enrichir de l'uranium, est-ce que vous allez vous tourner vers les États-Unis qui ont vraiment un très mauvais bilan dans ce domaine au cours des 30 dernières années? Ou est-ce que vous allez vous tourner vers la Russie, la Chine ou même la France qui ont démontré leur capacité à le faire?
who has the demonstrated ability to do it. Then you get into the issue, okay, where's the nuclear fuel? Ensuite, il y a la question suivante. D'accord, d'où viendra le combustible nucléaire pour cette centrale? Eh bien, la Russie reste l'un des principaux fournisseurs mondiaux. Je crois qu'elle fournit environ 25% du combustible utilisé aux États-Unis. Donc tout ça, c'est du théâtre politique. Ça n'a absolument aucun impact immédiat. C'est une tentative des États-Unis de créer une division entre les États du Golfe et l'Iran, au lieu de trouver une base sur laquelle ils pourraient coopérer. Alors vous savez, on donne des armes nucléaires aux Saoudiens. Et puis arrive la condition, oui, mais vous devez accepter les accords d'Abraham. Et ils ont répondu, d'accord, nous accepterons les accords d'Abraham une fois que les Palestiniens auront un État. Mais Israël ne va pas leur accorder d'État. Donc ça ne mène nulle part. C'est comme je l'ai dit, du théâtre politique. Il semble que Benjamin Netanyahu va rencontrer Donald Trump la semaine prochaine. Et les médias n'en disent rien. Peut-être, peut-être, peut-être. Pourquoi ça? Eh bien, rien n'est encore tranché. N'oubliez pas que J.D. Vance essayait de l'empêcher de venir. Oui. Vous avez vu cette vidéo où Pete Hegseth parle de l'Iran? Ils ne veulent pas négocier. Ils ne sont pas sérieux dans les négociations. Regardez le visage de J.D. Vance. Ce que ce type raconte. Il a été, d'une certaine manière, surpris par ce dont parlait Pete Hegseth. Oui, vous avez vu cette vidéo. Oui, c'était tellement... Le visage de J.D. Vance était si étrange, d'une certaine manière, vous savez, tellement surpris par ce qui... Mais au fond, Larry, le problème en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de discussion. Ou alors, s'il se passe quelque chose en coulisses, rien n'indique en Iran qu'ils vont accepter quoi que ce soit. Et avec le Yémen, c'est bien plus compliqué en ce moment. Parce que le détroit d'Ormuz, la fermeture du détroit d'Ormuz, aide d'une certaine manière le Yémen à défendre sa cause contre l'Arabie saoudite, à mettre beaucoup de pression sur l'Arabie saoudite. D'accord, vous avez dit que c'était compliqué. Expliquez-moi ce qui est compliqué là-dedans. Lequel? Le Yémen. Le Yémen et l'Arabie saoudite. Vous avez dit que c'était compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Non, je dis que c'est compliqué parce que, pour les États-Unis, c'est compliqué à gérer. Parce que Donald Trump, s'il décide d'aller contre eux, doit ouvrir un nouveau front contre le Yémen. Je ne vois pas l'Arabie saoudite capable de vaincre le Yémen. Donc le Pakistan ne veut pas se joindre au combat. Jusque-là, je suis d'accord avec vous. Oui. Oui. Et c'est là que la question se pose. La difficulté pour Donald Trump, c'est que c'est le meilleur moment pour le Yémen. Ils peuvent tirer parti de la situation entre les États-Unis et l'Iran, faire pression sur l'Arabie saoudite et écraser son économie. Ils n'étaient pas en mesure de le faire auparavant. C'est intéressant. Nous n'avons pas vraiment vu beaucoup de réactions saoudiennes depuis l'attaque contre les 2 navires hier. Et il semble qu'Ansar Allah continue d'empêcher tout pétrolier transportant du pétrole saoudien de quitter Bab el-Mandeb, de passer par le détroit de Bab el-Mandeb. La porte des lamentations. J'adore ça. Et le canal de Suez, quand on regarde le canal de Suez, ne va pas résoudre le problème auquel l'Arabie saoudite est confrontée en ce moment. Mais cela offre une issue aux Saoudiens. Ils ne sont pas coupés du monde. Cela va simplement rallonger le trajet du pétrole qui quitte l'Arabie saoudite. Il lui faudra 40 jours de plus pour arriver en Asie, qui est leur principal marché. C'est là que se trouve l'argent. On se focalise beaucoup sur le pétrole et l'énergie.
Mais l'autre élément absolument crucial pour l'ensemble de ces pays du CCG, c'est l'alimentation. Ils reçoivent énormément de nourriture de l'extérieur. Donc avec la fermeture du détroit d'Ormuz en ce moment, l'Arabie saoudite a une certaine agriculture dans le sud du pays, si je ne me trompe pas. Vous savez ce qui est assez incroyable? Le pétrole, l'agriculture, tout ce qui est important en Arabie saoudite vient des régions chiites. Le pétrole vient de la partie sud de l'Arabie saoudite, qui correspond aux zones musulmanes chiites. Et l'agriculture aussi, semble-t-il, vient de cette région. Mais aujourd'hui, avec la situation dans le détroit d'Ormuz, combinée à celle de la mer Rouge, ils vont avoir beaucoup de problèmes. Je ne sais pas combien de temps il faudra avant que cela n'affecte, d'une manière ou d'une autre, la vie de gens ordinaires dans ces pays. C'est aussi une question de... On ne sait pas combien de choses sont stockées dans les entrepôts. Évidemment, si vous avez quoi que ce soit qui doit être réfrigéré et que l'Iran met les centrales électriques hors service, ça aggrave encore la situation. Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a eu aucun trafic dans le détroit d'Ormuz, du moins avec l'AIS activé. Et la formule que j'ai utilisée hier, c'était « Si vous n'avez pas d'AIS, l'Iran va vous avoir ». Iran's going to have your ASS. Oui, Okay, good. D'accord, très bien. Vous riez à mes blagues. C'est bien. Faites plaisir au vieux monsieur. Humor the old man. Yeah. Larry, oui, Larry, la guerre. Regardez la situation actuelle. Pensez-vous que la guerre est en train, d'une certaine manière, d'échapper au contrôle des deux camps? Je dirais que l'avenir de la guerre n'est pas entre les mains des Iraniens, ni entre celles des États-Unis. D'une certaine façon, les deux camps perdent le contrôle, à mon avis. C'est dangereux. Expliquez ce que vous entendez par perdre le contrôle. Perdre le contrôle, cela signifie que l'Iran riposte et frappe tous ces pays parce qu'il estime que les États-Unis utilisent les pays du CCG pour attaquer l'Iran. Mais l'Iran n'a pas, vous savez, le pouvoir de contraindre les États-Unis à adopter une position, à accepter un quelconque accord. Je parle de la position iranienne. Les États-Unis sont dans la même situation. Aucun de ces deux acteurs n'est capable de forcer l'autre à accepter une forme de compromis. I disagree. Oh, je ne suis pas d'accord. Premièrement, en éliminant les pays du Golfe comme base avancée d'opérations pour les États-Unis, l'Iran restreint fortement les opérations aériennes américaines. Les États-Unis n'ont plus qu'à s'appuyer sur les opérations depuis les porte-avions ou désormais depuis Israël. Israël ne veut pas être frappé, mais il estime qu'il va l'être maintenant, parce qu'il accueille désormais ces avions qui étaient auparavant en Jordanie, où l'on pensait « Oh, ils sont en sécurité en Jordanie ». Ils ne sont pas en sécurité en Jordanie. Ils vont donc se replier sur Israël, et ils seront frappés en Israël. Ils ne seront pas non plus en sécurité en Israël. Donc, au moins, les opérations depuis les porte-avions. L'inconnu, ici, c'est de savoir si l'Iran dispose d'une stratégie anti-navire efficace, d'un missile hypersonique capable d'atteindre réellement l'un de ces bâtiments. Vous savez, il leur suffit de toucher l'un des porte-avions et de l'endommager gravement, et les États-Unis vont dégager de là parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre un autre porte-avions. Donc si l'Iran est capable de faire ça, c'est bien. Vous savez, comme je l'ai dit, ils gardent un certain contrôle sur ce qu'ils font, et leurs réponses ont été très stratégiques. Ils ne se sont pas contentés de lancer des missiles pour toucher n'importe quoi. Ils ont, vous savez, souvenez-vous que leur première vague, durant les 4 ou 5 premières semaines, 6 semaines de cette guerre, visait à détruire tous les radars américains. Ils ont neutralisé 19 radars et systèmes de communication par satellite.
Ils ont donc de fait gravement perturbé la capacité des États-Unis à suivre les lancements, à suivre les menaces et à communiquer de manière sécurisée entre différentes unités. L'Iran passe maintenant à l'étape suivante. Rendre ses bases avancées, comme Al-Udeid, Al-Assad, Al-Salem et Al-Dafra, inutilisables. Ce qui oblige alors les États-Unis à se replier. Et une fois qu'il faut opérer depuis Israël, vous savez, je ne suis pas sûr de la distance entre Amman en Jordanie et Jérusalem ou Tel Aviv, mais j'imagine qu'elle est peut-être de 250 000. Or, rappelez-vous, le rayon d'action effectif au combat d'un F-35 est de 550 000. Range of an F-35 is 550 miles. So if it takes off from Israel, Donc, si ça décolle d'Israël, disons de Nevatim, quelle est la distance entre Nevatim et Amman, en Jordanie? Une fois parti de là, il faut le ravitailler immédiatement en vol. Et ensuite, il faut au moins un autre ravitaillement en vol. Il faut au minimum 2 ravitaillements en vol avant même d'atteindre la côte est de, disons, l'Arabie Saoudite, du Qatar ou de Bahreïn, d'où l'on pourrait alors lancer des Tomahawks ou des Jas vers l'intérieur de l'Iran. Ensuite, il faut faire demi-tour et être ravitaillé au moins 2 fois pour rentrer. Donc, ce que je dis, c'est que si vous décollez de la base aérienne, Prince Sultan, vous n'avez pas à vous soucier d'un ravitaillement en vol. Là, il faudra peut-être en prévoir 4. Ça complique donc les opérations aériennes américaines. it complicates U.S. Air operations. Le coût de la guerre est-il un sujet de préoccupation à Washington ou est-ce que ça ne leur pose aucun problème? It should be, but so far it hasn't. Cela devrait l'être, mais jusqu'ici, ça ne l'a pas été. Vous savez, ça devrait clairement l'être. Mais Pete Hegseth avançait que le coût n'était que d'environ 35 milliards de dollars. Non, on est plutôt à près de 100 milliards de dollars, au minimum. Donc maintenant, il le sous-estime délibérément. So they're lowballing it deliberately. Il me semble que Donald Trump en arrive, d'une certaine manière, à ignorer tout simplement les élections de mi-mandat. Il dit « Alors, le Congrès, je m'en fiche du Congrès. Ils vont gagner et le Sénat sera à moi. Donc ce ne sera pas un gros problème pour moi, parce que la poursuite de la guerre le laisse entendre. Et d'une certaine manière, il ignore les élections de mi-mandat. » Yeah, well, Oui, trying to predict bon, elections quand on is essaie de hard. prévoir des élections aussi longtemps à l'avance, il reste encore pas mal de chemin à parcourir. Et beaucoup de choses peuvent changer dans les 2 prochains mois. Mais, au vu de la tendance actuelle, cela laisse clairement penser que ce sera une mauvaise nouvelle pour les républicains. Cela dit, encore une fois, ça peut changer. Now again, that could change. Il y a eu une rencontre entre Marco Rubio et Lavrov à l'ASEAN. C'est bien ça? US asked for the meeting. Les États-Unis ont demandé cette rencontre. Lavrov a accepté de les recevoir et elle n'a duré que 35 minutes. Je ne sais pas ce que voulaient les États-Unis ni quel message Marco Rubio a transmis à Lavrov. Mais je suis certain que les Russes n'ont rien dit de conciliant, ni quoi que ce soit qui aiderait les États-Unis à se sortir de leur impasse concernant leur soutien à l'Ukraine. Rubio n'a pas été diplomate. Il ne l'a jamais été. Et nous n'avons vu aucun signe indiquant qu'il soit capable de négocier ou de faire quoi que ce soit d'important. Dans le cas de l'Ukraine, il est allé 2 ou 3 fois en Europe et a essayé de leur parler. À chaque fois qu'il est allé en Europe, les choses ont empiré au lieu de s'améliorer. À l'inverse, Lavrov est le cerveau de l'opération, l'un des meilleurs ministres des Affaires étrangères. He's the dean, the Metternich. C'est le doyen, le Metternich du XXIe siècle. Ou comme je l'ai dit à Lavrov en face, je lui ai dit « Non,
Il faudrait inverser les choses. On devrait dire que Metternich est le Lavrov du 19e siècle. Mais Lavrov, c'est clairement, vous savez, un diplomate et ministre des Affaires étrangères très expérimenté. Donc, vous savez, le problème de Rubio, c'est qu'il est le conseiller à la sécurité nationale. Il essaie de rester chez lui autant que possible, de peur que, s'il s'absente un certain temps, on lui dise ce que Trump va bien pouvoir faire. Et Trump pourrait faire quelque chose auquel Rubio serait opposé. Alors Rubio est là pour essayer de garder Trump sous contrôle. So Rubio's there to try to keep Trump under control. Je pense que tout est en train de s'effondrer, d'une certaine manière, en Ukraine. Je ne sais pas ce qu'ils essayent de faire avec l'Ukraine, ni quelle est la compréhension à Washington. Mais Syrski a disparu, là maintenant. Et vous vous souvenez après, vous savez Zaluzhny, quand Syrski est arrivé et a dit « ce type va être différent », Zaluzhny avait, parce qu'il avait une sorte d'agenda politique. Syrski, lui, c'est entièrement le militaire. Il est concentré sur l'armée ukrainienne. Aujourd'hui, Syrski a disparu, et Zelensky est toujours là, le principal problème. Larry, est-ce que vous voyez le moment où... Je ne sais pas. Il n'y a aucun moyen que la mentalité russe, la mentalité iranienne, à mon avis, peut-être une sorte d'attitude orientale, ne veuille, vous savez, ils ne considèrent pas les assassinats comme faisant partie de leur stratégie. Ils ne veulent pas tuer, vous savez, Zelensky ou Benjamin Netanyahou. Je n'ai jamais entendu, vous savez, des décideurs politiques iraniens dire qu'ils voulaient tuer, par exemple, Benjamin Netanyahou. Je n'ai jamais entendu ça. Oui. Ça montre une certaine maturité, parce que vous reconnaissez que tuer un homme, en tuer 10, vous savez, c'est en quelque sorte un mythe de croire que l'assassinat du dirigeant va tout changer, va rendre les choses plus favorables pour vous. Alors, vous savez, regardez les assassinats dans l'histoire. Cela dit, je dirais que la seule exception peut-être a été l'assassinat de John F. Kennedy. À mon avis, il impliquait à la fois des agents du renseignement israélien, le crime organisé américain, à la fois la mafia italienne et la mafia juive. Meyer Lansky, qui était étroitement lié à Carlos Marcello, le chef de la mafia à la Nouvelle-Orléans, ainsi que la CIA par l'intermédiaire de James Jesus Angleton. L'assassinat de Kennedy a empêché la mise en place de contrôles qui auraient pu être imposés à Israël. Il a donc véritablement ouvert la voie au développement et au déploiement par Israël de son arme nucléaire, tout en réduisant un tour nessuesti de ligne. Bringing less U.S. control over Israel. So that's one example where killing Kennedy. C'est donc un exemple où tuer Kennedy a changé les choses, a changé la situation. Mais regardez comment le fait de tuer Ali Khamenei a changé la situation. Il a éliminé le seul homme qui s'opposait à la fabrication d'une arme nucléaire. Et maintenant, je pense qu'il est très probable que l'Iran décide non, nous devons avoir l'arme nucléaire pour être en sécurité. Et alors tout le principe de Trump, du genre « oh, il faut empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire ». Eh bien, une fois qu'ils l'ont, vous avez échoué. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous pouvez essayer de bombarder l'Iran avec des armes nucléaires et proférer ce genre de menaces contre les Russes, les Chinois et les Pakistanais. Vous voyez, ce serait... Je ne suis pas certain que les États-Unis seraient assez fous pour franchir cette barrière. Cela dit, je ne veux pas avoir à répondre de leur santé mentale au sein de l'administration Trump. Je pense que le cas du défunt guide suprême de l'Iran, Larry, nous apprend beaucoup de choses. Vous savez, après la guerre Iran-Irak, il discutait avec l'un des commandants. Il lui a demandé « Combien de missiles avons-nous maintenant ?» Je parle de 5 ou 6 ans après la guerre, quelque chose comme ça, après la fin de la guerre. Donc, en gros, au milieu des années 1996, en 1996, 1997, il lui a demandé « Bon, combien avons-nous de missiles ?» Il a répondu « 8000 missiles. Il nous en faut des dizaines de milliers. Allez faire ça. »
Et tout ce que l'Iran possède aujourd'hui a été créé par la politique directe du défunt guide suprême de l'Iran, Larry. Il a révolutionné tout ce qui concernait l'armée à l'intérieur de l'Iran. Oui, vous essayez de provoquer une dispute avec moi? Vous pensez que je ne suis pas d'accord? Non, non. Je plaisante. J'en parle simplement parce que c'est tellement important à comprendre, vous savez, parce que je comprends la société, je comprends ce que les gens ressentent là-bas. Et puis, vous voyez, son assassinat est arrivé et a unifié le pays, vous savez, a rassemblé tous ces gens. Ça a été énorme. Sa vie, et après son assassinat, on voit à quel point il était... Je pense que son nom restera à jamais dans l'histoire iranienne. Eh bien, je suis d'accord. Je pense qu'il restera dans l'histoire comme un dirigeant qui a compté. C'est tellement... Larry, vous savez, la plupart des rois de l'histoire récente de l'Iran sont hors d'Iran. Ils ont été enterrés hors d'Iran. Et même le père du Shah, le dernier Shah d'Iran, était hors d'Iran quand il est mort. Le Shah d'Iran est mort en Égypte. Il est enterré en Égypte. Mais, vous savez, les dirigeants, son dirigeant, avant que cette guerre n'éclate, on disait qu'il était en Russie, qu'il se cachait dans des tunnels, ou qu'il faisait quelque chose en Russie. Tout tournait autour de la propagande mensongère contre lui et du fait de l'affaire. Et vous voyez ce qui s'est passé. C'est pour ça que les gens ont été tellement choqués par ce qui s'est passé, par l'assassinat. Tous ces gens qui manifestaient 2 mois auparavant se sont réunis et ont dit « Nous devons nous battre ». C'est la réalité de ce qui s'est passé dans la société, au sein de la société iranienne. Et Donald Trump continue de parler de 52 000, 55 000 personnes tuées. Je vais libérer le peuple. Les chiffres ne cessent d'augmenter. À ce rythme-là, on sera bientôt à 60 000. Et je me dis, bon sang, ces gardiens de la révolution iranienne, ils forment vraiment une machine à tuer efficace. Larry, merci beaucoup. Et à demain avec Colin Wilkerson. D'accord, on résoudra les problèmes du monde alors. Peut-être. Oui, exactement. Très bien, mon ami. Passe une bonne soirée. Oui, vous aussi. Salut. À bientôt.